Bon, une trame, c'est un rassemblement plus ou moins coordonné de fils qui sert normalement à tisser. Alors, si on regarde, vue des airs, la ville de Montréal, et qu'on considère uniquement les voies circulables, les rues, l'asphalte, on verra là une trame. Une trame de circuit routier. Une trame, ça te permet d'aller n'importe où sur la trame, mais tu ne peux pas traverser entre les créneaux, entre les voies. Alors, la ville de Montréal, c'est un libre arbitre dedans, à la condition que tu suives la trame, que tu suives le chemin. À l'instant où en automobile, tu veux traverser des maisons, il n'y a pas de route qui passe là. Là, tu n'as plus de libre arbitre, totalement manipulé. Tu dois rester sur la trame, puis sur la trame, va où tu peux, ou va encore, disons, va où tu veux. La trame du temps, c'est la même chose. C'est qu'il y a énormément, dans le temps, il y a beaucoup d'espace. Il y a d'espace, je ne parle pas d'espace, il y a des vides. Il y a des trous. Alors, la trame, c'est comme si on avait plusieurs maillons dans tous les sens. Il y a énormément de trous entre ça. Et cette trame, le temps, on a souvent l'impression que c'est quelque chose qui est partout. Le temps, c'est quelque chose qui est à deux dimensions. C'est pas un phénomène tridimensionnel, c'est uniquement à deux dimensions. Et on pourra en reparler à un moment donné, mais de toute façon, c'est un phénomène qui est à deux dimensions. On peut cheminer sur le temps dans un sens, dans quatre sens, mais on ne peut pas cheminer dans le temps dans d'autres sens que ces quatre primaires-là. C'est-à-dire qu'on circule d'une façon plate, par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas, on peut pas par là, on peut pas par là. Quand on parle de trame cosmique, c'est le même phénomène. Le cosmos lui-même, ou le temps, c'est quelque chose qui, la forme qu'on essaie d'imaginer dans la conscience astrale de l'âme, c'est quelque chose qui est courbé vers l'intérieur et qui ne se rejoint jamais, même si ça se touche. Alors, le temps, comme le phénomène cosmique, n'est pas quelque chose de plein. Nous sommes à la surface de ce que nous sommes. Et les espaces vides, si on acquérait les espaces vides, quelle puissance ça nous conférerait? Absolument rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien à l'homme. Mais ça sert à qui? À personne. Ça sert à quoi? Ah, c'est bien, hein? Ces trous-là sont l'extra-créationnalité. À l'instant où une personne est capable de rejoindre un de ces trous-là, il n'existe plus, c'est-à-dire qu'il est automatiquement projeté à l'extérieur du phénomène temporel, mais ce n'est pas possible tant qu'on est semblable ou tant qu'on reste soumis à l'expression formique d'être une créature du temps. Et est-ce qu'avec un double éthérique, on demeure une créature du temps? Avec un double éthérique, on demeure une créature du temps, oui, sauf que le temps auquel on a accès est un temps beaucoup plus rapide. On peut considérer que sur les extrémités de cette trame, le temps circule plus rapidement que vers le centre. Nous sommes pas tout à fait au centre du temps, mais presque. Alors, au centre du temps, ça ne bouge pas. Nous sommes tout proches du centre d'un chemin de trame. Et le double éthérique, lui, nous donne accès à un véhicule beaucoup plus extraordinaire que ce qu'on pourrait recevoir. C'est un jet. Non, justement, je cherche des comparaisons planétaires, là, puis c'est ce qui me fait bafouiller. C'est pas un avion réaction, c'est rien de ça. C'est que si on compare la lumière à la vitesse des déplacement du double éthérique, la lumière est une tortue. Okay. Alors, si on prend l'avion réaction, c'est encore dans le créneau non, de la matière. On n'a pas de terme. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a, sur la trame elle-même, il y a la matière, il y a donc ce qui est fixe. Et ça ne bouge pas. Il y a le temps humain, le temps des avions réaction, le temps des satellites, le temps de la lumière. Maintenant, beaucoup plus loin, il y aura le temps vital, il y aura le temps astral, il y aura le temps mental, il y aura le temps supramental, donc presque à l'extrémité de la trame. Il y aura le temps bouddhique, il y aura le temps intentionnel. Et ça, c'est ce qui fait partie de ce que nous appelons la création. Mais est-ce que notre but, c'est de sortir, c'est d'être dans ces espaces vides-là? Notre but, non, parce que notre est un mot faux et but est un mot faux. Ça veut dire l'objectif de la création, est-ce que c'est de rejoindre ces espaces-là? Non, la création n'est pas un objectif. C'est un accident. Oui, mais l'accident, un coup, qu'un accident peut avoir un objectif pour s'en sortir. Oui, mais ce n'est pas l'objectif de la création. La création ne veut pas se sortir d'elle-même. Par contre, l'objectif de l'extra-créationnalité, c'est de résorber la création. On peut donc dire que la fonction
de l'humain est de sortir, mais ce n'est pas le but de l'humain, parce que le but de l'humain, normalement, c'est quoi? C'est de faire l'amour, c'est d'aller voir un film. Mais je C'est parle ça que ce n'est pas notre but. D'accord, mais le but de celui qui atteint le double éthérique, est-ce que ce serait de rejoindre... Celui qui atteint un double éthérique, nécessairement, son premier travail sera de forcer tous ceux qui sont du même faisceau que lui à éthérifier leur ego, donc à créer un double éthérique, à fusionner le corps physique avec le double éthérique, donc à atomiser, à éthérifier, c'est plus rapide que atomique, à éthérifier le corps physique. Par la suite, les faisceaux vont se réunir dans un seul créneau, et là, la trame, là, ils seront extrêmement sur le bord d'une trame. Par contre, il y a un autre chemin à suivre qui est un peu plus rapide, qui est le phénomène bouddhique. Et ils devront par la suite embarquer sur un autre tapis roulant beaucoup plus rapide qui est le phénomène intentionnel. Et par la suite, ils seront capables d'entreprendre un voyage qui, à travers 4 autres états, va les amener à l'extérieur de la création. Mais ce ne sera pas leur but, ce sera un état. C'est une obligation, c'est une fonction. Donc c'est l'inverse, c'est les espaces vides qui ont un but qui attire la création. Ils n'ont pas de but parce que ce n'est pas, conscient. Pas dans le sens où... Parce que le mot but est un mot extrêmement astralisé, c'est un mot extrêmement planétaire. Donc, est-ce que les dieux ont un but? Non, les dieux n'ont pas de but. Est-ce que parce que la rondelle que tu lances dans un filet, le but de la rondelle, c'est le filet. Oui, mais ça, c'est vu à partir de celui qui a lancé la rondelle. Mais dans la conscience de la rondelle, son but, ce qu'elle va atteindre, c'est le filet. Mais est-ce que son but, le filet, du point de vue astral, spirituel, son but n'a pas de but? Du point de vue matériel, son but, c'est le filet. Mais toujours vu des yeux d'un autre. Ouais, c'est ça. Au moment précis où tu as établi le contact avec le supramental, qu'as-tu vu qui t'a fait rire pendant 3 jours? Mon préposé. Le gars avec qui je travaillais. C'est lui qui t'a fait rire pendant... Ben non, mais qu'est-ce que j'ai vu qui m'a fait rire là 3 jours, le gars? Le gars là avec sa grosse barre, sa cigarette, puis ses parties, puis ses joints au bout de champ, puis les pilotes sur la rue, là, puis... c'est seulement c'est d'ici... Ce qui t'a fait rire, c'est la nouvelle vision que tu avais de la Terre. C'est la planète Terre au complet. C'était comique. C'était pas... Sauf que j'ai jamais vécu la phase de l'intellectuel danger MTS. Ben, j'ai déjà vécu, oui, mais ça fait plusieurs milliers d'années. Alors que quand le corps physique ici a pu se réveiller, immédiatement, c'était l'euphorie. Mais t'étais où avant c'est que tout ce que je savais au complet, j'avais maintenant un cerveau pour pouvoir me le permettre. Tout ce que tu savais, ton cerveau s'est réveillé. Mais avant de se réveiller, t'étais quoi? Mais je le savais, mais je savais combien des gens savent tout. Ils savent. Vous savez bien les choses que vous savez. Le choc de se rendre compte que ce qu'on sait, c'est ça. Mais on le sait déjà. Mais t'as pas été, dans cette vie-ci, t'as pas été spirituel, intellectuel, puis ensuite... Ah oui, peut-être entre l'âge de 3 et 7 ans, j'ai dû être spirituel quelque part. Je faisais des rêves avec des maîtres, puis je les suivais sans leur faire confiance. J'ai toujours été assez téflon, assez douteux, mais ça allait pas assez vite. La Bible, je commençais à la lire, je trouvais ça bon, je trouvais ça long, je trouvais ça moins bon, je trouvais ça plate. Mais tu dormais à un certain niveau, parce que tu dis quand je me suis réveillée. Oui, c'est-à-dire que quand le cerveau, quand la biologie ici a pu se dégager de la génétique des parents, la génétique ancestrale, quand le cerveau que je devais avoir a réussi à se recréer, quand, autrement dit, j'ai été capable de reprogrammer le cerveau de façon à ne pas m'établir dedans, bien évidemment, la vision que l'ego avait du monde était une vision beaucoup plus comique. En fait, ça fait que c'est le film drôle. Ah, c'est drôle, c'est même pas, c'est plus que drôle. Si le mouvement est perpétuel, pourquoi s'arrête-t-il un jour ou pourquoi est-il déjà arrêté? Le mouvement est perpétuel parce que le mouvement ne s'arrête jamais. Maintenant, le mouvement n'est pas arrêté. Du point de vue extra-créationnel, le mouvement n'existe pas, mais ne pas exister et être arrêté, c'est deux choses. Ça veut dire où il n'y a rien, il y a le mouvement perpétuel et après, il n'y a rien. Mais le mouvement ne s'est jamais arrêté. Mais là, du point de vue, une fois qu'il va être résorbé, il n'existe pas. Il n'y aura jamais eu de mouvement, il n'y aura pas eu d'arrêt. Le mouvement est perpétuel, c'est-à-dire que l'humain, à un moment donné, quand on recherche quelque chose, prenons l'exemple, l'automobile que tu pousses, puis à un moment donné, tu arrêtes de la pousser, elle arrête. Là, on cherche le mouvement perpétuel. Il est là, le mouvement perpétuel. À quelle vitesse la Terre se promène? Donc, à quelle vitesse tourne ton automobile? En plus, c'est à cause de la gravitation. L'automobile est en chute constante vers le centre de la Terre, mais on oppose un plancher. Et le mouvement est perpétuel là-dedans. Plus la Terre qui tourne sur elle-même, tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la galaxie autour... Le mouvement est perpétuel. Le mouvement est perpétuel. À l'instant où on serait capable d'arrêter, oh là, on voyagerait vite. Mais imagine que tu es dans l'espace, en orbite autour de la planète Terre, subitement, t'arrêtes. Ben, le Soleil, lui, continue. La Terre, ça, elle suit. Tout suit avec. Du moment que tu arrêtes, tu vas à la vitesse du déplacement du reste. Donc, le mouvement perpétuel, c'est l'arrêt perpétuel qu'il nous faudrait pour avoir l'illusion qu'on est en déplacement absolument effarant. Mais est-ce qu'on va arriver à ça? Non, c'est inutile. Mais ce serait plaisant. Ce serait pas forçant. On irait comme ça. Oui, sauf que tu arrêtes 1 millième de seconde, puis après ça, tu arrêtes d'arrêter, puis tu es déjà rendu. OK, c'est vrai.
T'as manqué quelques rendez-vous. Le fait que l'homme est dans cet univers local, il est spiritualisé de force. Pour en sortir, il doit redevenir éthérique. La seule façon d'être son seul maître, du moins plus spiritualisé, quel prix? Une plainte de l'ego. Bon. Première instruction dans l'ego, l'informer qu'il existe une manipulation. Deuxième instruction, l'informer qu'il n'a pas de libre arbitre, l'ego. Troisième instruction, l'informer des dangers de l'astral. Quatrième instruction, faire en sorte qu'il s'enrage suffisamment pour être capable de rejeter la manipulation, la spiritualisation, la croyance et la foi. La seule façon de pouvoir le rejeter, c'est nécessairement de devenir mental. Donc, on le force à se mentaliser. On ne lui dit pas, il ne sait pas ce que c'est. Autre instruction par la suite de l'ego, mécanique, qui s'adresse au plan mental. Donc, mécanique d'éthérification du corps, supramentalisation, dôme éthérique, plan morontiel, plan supramental, intelligence active, danger des mémoires, fusion. Et ça, c'est des implants que tu mets dans l'ego pour qu'il ne soit pas surpris quand ça va arriver? Oui. Mais là, ce que tu viens de décrire, c'est comment être MTS au plus vite. C'est comment pas être MTS non, pas nécessairement. Comment passer la période au plus vite? Oui. Alors, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'on doit comprendre, maintenant qu'on a eu ces instructions-là, qui ont fait chier suffisamment à l'ego pour que l'ego finisse par autoriser le mental à voir s'il n'y a pas d'autre chose, et puis que finalement, pour permettre au mental de se dégager carrément des problèmes de l'ego, maintenant que c'est fait, on doit comprendre mentalement l'importance de la spiritualité. J'ai dit souvent que chaque mental devra engendrer sa religion pour son ego. C'est la religion mentale, une religion qui appartient à chacun des égaux, qui a comme Dieu le mental, donc vous, mais le mental, et qui à un moment donné permettra à l'ego de s'en égoïser, donc de fondre pour devenir un dôme éthérique lorsque, en même temps, la religion mentale va fondre avec. Bon, pour cesser de placer les espoirs de l'ego dans le ciel, mais les placer dans notre propre égrégore, pour qu'à un moment donné, ça serve au niveau du dôme éthérique. Maintenant, on doit comprendre que la spiritualité du point de vue de l'astral, c'est bon. Je dis souvent qu'on doit payer un luxe à son petit ego. L'ego, c'est comme un petit enfant. C'est pas l'enfant qui doit se réveiller, mais c'est comme du point de vue astral, un enfant qu'on a chez nous, et de temps en temps, on doit lui donner un bonbon. C'est ça, mais tu dis une religion mentale. Est-ce que ça serait une religion même avec des rites, un culte? Mais... Oui, un culte du mental, mais le mental intérieur. Pas un culte où nécessairement tu vas te mettre à genoux. Mais un culte où l'ego, de temps en temps, doit dire « Ah, merci mental de me permettre d'être bien ». Et le mental répond « Ah, pas de problème, puis tu vas voir, c'est pas fini. » Mais là, c'est à l'intérieur que la communication vient de se faire. Fait que là, je viens pour aller me coucher, puis là, à un moment donné, mon ego a peur. Le mental lui dit « Non, non, fais-toi-en pas, je suis là. » À un moment donné, le mental va répondre, l'ego va répondre à « Ouais, c'est vrai. Bon, avec mon mental, il n'y a pas de danger. Ou avec mon Dieu, il n'y a pas de danger. C'est pareil. » Bon, alors c'est la religion mentale. Donc, ça obtient la soumission de l'ego? Ça obtient la soumission d'ego. Par contre, l'ego, lui, obtient son Dieu. Un Dieu qui lui parle, un Dieu qui se présente, un Dieu qui, de temps en temps, va lui dire « Oui, OK, bon, tiens, je te paye un petit luxe, tu vas aller te bénir aujourd'hui. Bon. Ah non, mais c'est bien d'avoir ces apparitions. Oui. Et puis là, en même temps, l'ego est totalement sécure. Partout où l'ego va, son Dieu est là. Parce que si je vais me baigner, le mental, il va se baigner avec. Alors, il n'y a aucun problème. Alors, c'est la religion mentale. On doit travailler cela pour notre ego. Si moi, je me promène puis je vois un paysage extraordinaire, mon ego a le goût de voir lui aussi, ben, qui voit lui avec. Après ça, mon ego veut nostalgiser dessus. Dieu lui interdit, parce que Dieu lui a déjà dit que c'était pas bon. Et moi, j'ai déjà dit que c'était pas bon. Bon. À un moment donné, on ira en voir un autre plus beau. Mais si tu t'adaptes, si tu t'ajustes à ce que tu vois là, c'est comme si tu t'ajustes à la planète Terre. Après ça, quand tu rencontres un paradis, tu ne peux pas le voir. Fait que, tu sais, oublie ça. Je parle à mon ego. Puis c'est un imbécile, l'ego. Il compte n'importe quoi. Comment sais-tu que tu as un petit ego? À cause qu'il est puissant. Bon, c'est ça. Parce que plus... Mais quoi, c'est ça? Mais c'est pas ça la question? Ben, non, c'était pas que je disais que tu avais un ego puissant. C'est que, c'est étant donné qu'il est puissant, du point de vue de l'ego, comment... S'il est puissant, il pense qu'il est plus fort, donc il est plus gros. Il pense plus fort, mais mon mental est mauditement plus fort que lui. Fait que lui qui connaît sa force, sachant que mon mental le plante, Dieu, il commence à faire confiance. Ah, c'est du point de vue mental, tant que tu sais que tu peux ramener ton ego, donc là, c'est à ce moment-là que tu as un petit ego. Ben oui. Même si, non. du point de vue des Moi, autres... je sais que j'ai un petit ego. Bon, mais c'est ça, parce qu'on sait qu'on n'a plus d'ego le jour où on n'en aura plus, parce qu'avant ça, il va être très puissant. Oui. Le millionième de seconde, avant de plus n'avoir, il va être très, très puissant. Absolument.
Ça se peut qu'il soit puant pour bien du monde. Ah oui, sauf que ton mental devra le chapeauter. Puis ton mental, chapeautant ton ego super puissant, risque de chapeauter bien des égos. Alors tu vas devenir puant, pas juste parce que tu as beaucoup d'ego, parce que tu fais chier tous les égos. Mais t'as pas beaucoup d'ego, là, t'as très peu d'ego. Oui, sauf que, c'est ce que je dis, tu seras pas puant parce que tu en as beaucoup ou parce que tu as un ego puissant. Par contre, tu rentres où tu travailles, ton ego est extrêmement puissant, puis ton mental le chapeaute. Mais la puissance de ton mental risque de chapeauter l'ego de lui, de elle, de elle, de tous ceux avec qui tu travailles. Fait que tous les égos, quand ils arrivent à côté de toi, sont gelés. Ah oui, ton mental les chapeaute toutes. Mais c'est pas l'ego, là, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec l'ego. Par contre, évidemment, l'ego de ceux qui chapeautent, ne connaissant que l'ego, connaissant pas encore les trames du mental, va s'imaginer que c'est parce que ceci, cela. Qu'est-ce que prend, elle? Ouais, ben, froid, d'un sien, ça. Non, c'est que tu as un mental qui chapeaute ton ego, mais l'énergie du mental chapeautant cet ego-là, elle chapeaute bien les égos avec. Ah, donc, si tu trouves puant, c'est pas parce que t'as un ego puissant, c'est parce que t'as un mental. Ça dépend. Ça peut être parce que tu sais pas laver. Bon, c'est chose. Ça peut être parce que tu as un ego extrêmement puissant sans mental, puis ça peut être aussi parce que tu as un mental puissant. Il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, mais vous, là, vous en avez plein d'ego, vous parlez de faire des conférences de même. » Moi, non. Je m'en fous. Puis après ça, il n'y a rien à faire. Cette personne-là a besoin que j'ai un immense ego, parce que son ego ne connaît pas le mental, ne connaît pas la problématique. Alors, nécessairement, quelqu'un qui parle comme moi, quelqu'un qui dit « Je sais », ah, il faut qu'il y ait de l'ego en maudit. Elle a décodé le mental, c'est pas l'ego qui a décodé à ce moment-là. Non, c'est ça. Elle, sauf qu'elle met un mot là-dessus, c'est l'ego. Elle a appris quelque part, venant de d'autres sources, qu'un ego, ça existait chez l'humain. Ah, ok. Le mois dernier, il a été question du monastère supramental. Dernièrement, à Investance, on a parlé d'une académie. Quel est le lien? C'est une ou deux. Non, mais là, c'est pas celle-là en dessous, elle n'est pas... Elle n'est pas lu, hein? Non, on vient de la lire, celle-là. Bon, le mois dernier, il a été question des monastères supramentales. Il n'a pas été question des monastères supramentales. J'expliquais simplement, je donnais un exemple, je prenais un prototype, un concept, un mot pour qu'on puisse expliquer des choses facilement compréhensibles si on se placerait dans le cadre d'un monastère. Je n'ai pas parlé des monastères supramentales comme tel. Je fais juste encore pour ceux qui n'étaient pas ici ou ceux qui n'ont pas compris. Et puis à la réunion d'Investors, on parlait d'une académie. Quel est le lien? Il y a un séminaire que je donnais à un moment donné à des individus, un séminaire sur l'écœurement où les individus se réunissent pour s'écœurer. Alors, ils parlent de tout ce qu'ils ne veulent pas faire, puis là, ils trouvent la vie plate, puis là, ils chialent, puis ils s'écœurent. Et je leur ai expliqué que si vous faites cela, vous allez libérer suffisamment d'énergie pour que d'autres personnes puissent s'en servir. C'est pas ceux qui viennent s'écœurer qui vont s'en servir immédiatement là, ça peut servir dans leur vie comme ça. Là. Mais au niveau d'Investors, c'était pour que l'administration puisse s'en servir. Pas des motivations qu'on a besoin, c'est de l'énergie. Alors les gens sont venus, la dernière conférence du mois, sont venus s'écœurer au bureau. Comme ce soir, il y a une autre réunion d'écœurement pour les gens d'Investors. Alors ils sont venus s'écœurer en cœur. Et ils sont partis tout écœurés de la mine à terre. Et pendant le mois qui a suivi, l'administration d'Investors, par contre, a su en tirer profit. Alors, il s'est passé beaucoup de choses intéressantes. Il ne vaut pas la peine de parler parce qu'en parler, ça permet des gens de sécréter là-dessus, puis ça commence à nuire. Mais entre autres, il y a une chose intéressante qui est la possibilité de former une académie pour l'élite. Une académie pour l'élite, évidemment. L'élite, c'est pas celui qui est déjà bon. C'est pour ceux qui sont élitisables. Une académie PMC. Et il y a, à travers ce que les services éduquent, une des compagnies d'investisseurs fait pour vendre des cours à certaines choses, il y a énormément de choses qui débouchent. Puis subitement, il y a plein de choses qui débouchent de plus en plus rapidement en même temps au niveau d'investisseurs. C'est pourquoi on souhaite avoir encore un peu d'écœurement ce soir. Et l'académie PMC que j'ai parlé, il y a l'académie ARIS, qui était des techniques pour former des choses. Il y a un centre d'ajustement pour enfants Teflon du Québec qui peut apparaître aussi, relié aux éditions E égale MC2 d'Investors. Et il y a beaucoup d'autres choses. Alors, la relation qu'il y a, il y a simplement qu'à un moment donné, il faudrait bien que l'intelligence s'installe quelque part. Il y a eu le centre de l'universalité. Le centre de l'universalité avait été conçu pour permettre à certains individus de se réunir, de se rencontrer, ce qui a été fait. Il a été conçu pour former beaucoup de personnes, ce qui a été fait. Il a été conçu pour supporter le karma de ceux qui évoluent. Et il l'a supporté très, très péniblement, mais il l'a supporté quand même d'une façon suffisamment correcte. Et présentement, il a presque réussi à digérer, à éliminer le karma qu'il a supporté. C'est pourquoi il a fallu qu'il prenne une espèce de pause café d'un an ou deux. Et présentement, il y a une structure d'humain plus solide qu'elle ne l'a jamais été. Il y a une structure suffisamment mentale qui sont les compagnies d'investors, du groupe financier Investors 2000.
Et donc, avec ces personnages-là, il y a des choses qui commencent à apparaître. Avec la dernière séance d'écœurement, il y a un monastère qui nous est tombé sur la tête. Le groupe Investas, est-ce qu'il y a un karma au-dessus de lui? Il y a toujours des karmas, mais les karmas, il y en a des blancs, il y en a des noirs. Si les individus sont capables de ne pas sécréter pour aller chercher des choses, si les individus sont capables de se foutre que ça fonctionne ou non, mais de tout faire dans une direction, si les individus sont capables de payer leur karma au fur et à mesure que ça arrive, soit en sécrétant, en s'écœurant, ou etc., il n'y a à peu près pas de karma majeur qui existe. Présentement, au niveau d'Investas, il n'y a pas de karma majeur qui existe encore, parce que l'administration est suffisamment mentale pour arriver à éliminer les petites choses comme ça. Il y a des petits karmas qui tentent toujours à se faire, il y a des statisations, il y a des choses qui sont éliminées comme ça. Un karma provient toujours de l'intérieur. Toujours. C'est pas... Ceux qui taillissent se font un karma. Ah, ils t'en font pas un sur Et s'ils nous haïssent bien gros, ils vont nous aider à fonctionner mieux. Ils sécrètent dans l'autre sens. Ils nous libèrent. Puis est-ce qu'il y aurait des hiérarchies qui seraient jalouses de ce Pas pour l'instant, c'est pas encore assez gros, mais ça peut venir. Mais par contre, il y a aussi l'intelligence qui peut s'implanter si les gens ne sécrètent pas trop. Alors, présentement, il y a donc, qu'est-ce que c'est le monastère qui nous est tombé sur la tête? C'est un terrain boisé avec des lacs de 25 millions de pieds carrés. Ça veut dire 1 000 par 1 000, dont un quart de mille sur une rivière. Et c'est boisé, c'est-à-dire que c'est 600 acres, il y a 500 acres boisés, 100 acres cultivables. Là-dessus, il y a 2 cabanes. Il y en a une, c'est une grange qui a été totalement rénovée. Il y a un gymnase au complet qui est en haut, appartenait à des sœurs avant. Et puis, le reste, ça peut servir à d'autres choses. Puis l'autre cabane, elle a 35 000 pieds carrés sur 3 étages. C'est un monastère, ça appartenait aussi à des sœurs. Apparemment, c'est frère André qui a construit la vieille partie en 1827. C'était commencé en 1827, puis continué par la suite avec le frère André quelque part là-dedans. Alors, il y a tout ce qu'il faut, c'est flambant neuf. Le gouvernement a investi $1 million pour rénover, après ça, il l'a vendu. Pas cher. Puis là, maintenant, ben là, il y a des possibilités qu'on puisse s'en servir, c'est-à-dire que le groupe financier a de l'argent, premièrement, il a suffisamment de projets pour pouvoir se servir de cela. Il y a une académie PMC qui serait sans doute constituée là. Alors, évidemment, c'est pas un monastère. Un monastère, c'était pas là. Un monastère, c'était juste comme ça pour qu'on comprenne les choses, là. Mais présentement, donc, dans l'air, il y a l'académie PMC, possiblement, plus l'académie Harris, plus d'autres choses qui sont en potentialité d'études. Alors, la relation, c'est ça, oui. Est-ce que les mémoires imprégnées dans les murs d'un monastère peuvent être facilement balayées, nettoyées? L'avantage, évidemment, ça va un monastère. L'avantage qu'il y a, c'est que ça a servi à des sœurs pour s'occuper de jeunes. Donc, en partant, plus il y a de jeunes, mieux c'est. Les archétypes sont beaucoup moins développés. Après, la suite, c'était vendu au gouvernement qui en a fait un centre de réadaptation pour les enfants en problème. Mais si c'était tous des téflons, c'était un bon coup pour nous autres. Et puis, quand j'ai visité l'endroit, ça fait 2 ans que c'est totalement inhabité. C'est de la pierre qu'il y a là et du ciment, donc il n'y a pas de bois, presque pas de bois, ça absorbe à peu près rien. C'est rare que je visite une chose du passé aussi libre que celle que j'ai vue là. Évidemment, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, c'est tout, ça passe comme ça, on va aller voir si c'est le temps de faire de quoi. L'écœurement a amené ces choses-là, il reste à voir si les humains vont être capables de ne pas sécréter pour tout démolir. Mais présentement, c'est totalement libre, c'est parfait. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement bien. Peux-tu expliquer le karma noir relatif à un héritage? Ben, le karma noir, c'est simplement que toute la famille au complet, lorsqu'on donne un héritage à ses enfants ou à ses neveux, nièces ou à quelqu'un, c'est qu'on se garantit un corps physique pour réincarner la majorité de ce que nous sommes. C'est inconscient, mais c'est ce qui se passe. Donc, recevoir un héritage veut dire recevoir par réincarnation pluralitaire, dilué, sinon assez concentré, toute la problématique est reliée à ce que nous recevons. Alors, c'est un exemple, je vous donne une maison, je meurs, je vous lègue ma maison. Nécessairement, toutes les parties de moi qui aiment la maison, qui ont construit la maison, qui ont vécu dans la maison, mes chicanes, mes ci, mes ça, ou aussi un peu mon bonheur, va se réincarner dans l'habitat de la maison. Alors, habituellement, ce qui s'adresse à la matière est relativement bas. Donc, c'est un karma qui, normalement, pour l'individu qui le reçoit, est plutôt noir à supporter, sinon gris. Même si la personne est mentale? Même si la personne est mentale. Ça va être son côté noir qui va passer par la matière. Ben, il va quand même, l'ego va recevoir les parties noires de l'autre. Celui qui est mental, qui lègue, c'est autre chose. Il va léguer, comme j'expliquais, en donnant une épreuve. Il va vendre. Je te lègue ma maison à la condition que tu aies su repeinturer tous les murs en dedans d'une semaine. Donc, sinon, la maison, je te donne une œuvre de charité. Alors là, tu travailles, puis tu peintures, puis tu peintures là, puis tu y vas. Tu invites tes amis, mais là, tu travailles. Donc, tu achètes la maison. Alors, je te l'ai légué, mais sans le karma. Okay. Les MTS qui le sont le plus ne sont pas ici pour informer leur ego. C'est évident. Que vas-tu faire pour les rejoindre? Absolument rien. Ben non, tu ne veux pas les avoir. Ben non.
Un fou. Ouais, ouais. Une folle. La fusion nucléaire en éprouvette est-elle une fusion, une réaction chimique ou un nouveau type d'énergie? Si oui, de quelle énergie s'agit-il? C'est de l'énergie qui va être atomisable, c'est de l'énergie qui est calorique surtout, calorifique, donc au niveau chaleur. Sauf que, bon, ce serait long à expliquer pour qu'on comprenne. La dépendance, si c'est un professeur de chimie qui pose la question, c'est plus facile, mais sinon, on peut parler longtemps. C'est une fusion, mais c'est une fusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de métaux qui n'existaient pas dans le passé. Lorsque l'homme a eu la conscience capable de travailler avec un métaux, le métaux est apparu. Donc, lorsque l'homme ne fonctionnait qu'avec le bronze, le fer, il n'y en avait presque pas sur la planète. Lorsque l'humain a eu une structure cérébrale suffisamment évoluée pour être capable de travailler avec le fer, donc d'inventer des techniques de fonte plus chaudes, des techniques de fonte plus adaptées, lentement, il a commencé à trouver du fer. Mais le fer n'existait pas avant. Il y en avait, mais très très peu. Il est apparu ou il l'a trouvé? Le fer a commencé à être la métamorphose des molécules de certaines matières, pas des molécules, mais des atomes, ont commencé à se faire et le fer a commencé à apparaître un peu plus. Ça a commencé au niveau au centre de la Terre, ça a monté lentement, il y a eu des pressions, des écrasements, il y a eu des mutations, justement, bon, par exemple, il y a des atomes qui ont été rajoutés, des électrons qui ont été rajoutés à certains atomes, des protons qui ont été rajoutés à certains atomes, donc des neutrons, et lentement, on a eu le fer. Le fer, ça se crée dans les soleils, ça ne se crée pas dans les corps froids comme le nôtre, la Terre n'a jamais été un soleil. Elle a déjà été une nébuleuse extrêmement chaude qui s'est refroidie, mais ce n'est pas les mêmes conditions. Le fer dans l'univers, il n'a pas. Et quel métal actuellement qui serait intéressant à faire apparaître? Bon, quel métal actuellement? Si je te donne un nom, le nom n'existe pas. Mais ça serait quoi les propriétés? Les propriétés du métal, c'est comme l'aluminium. Les propriétés du métal, ça va être un métal qui va être extrêmement solide, extrêmement léger, extrêmement facile à fondre. Non, ça va être une fonte chimique, donc extrêmement facile à lui donner des formes par réaction chimique. Puis lorsque le métal a pris sa forme, il est à peu près plus transformable par la chaleur. Alors, ce sont des métaux qui sont extrêmement résistants aux chaleurs, aux torsions, aux pressions, qui sont incorrosifs et qui sont extrêmement légers, qui résistent aux tractions. Donc, il serait parfait pour construire une maison. Ben, parfait pour ce qu'on veut faire maintenant. Parce qu'il y a eu un temps où le métal, ça ne rouillait pas vite, le métal. Ça prenait 2 ans, 2 ans et demi, il fallait qu'on change de morceau, il n'y avait rien là. Forgeron s'en occupait. Pour ça, il y a eu un temps où c'était vite, 2 ans, 2 ans et demi. Il fallait qu'on s'organise pour avoir quelque chose de plus long, puis plus long, puis plus long, puis plus long. Puis présentement, la fusion à froid, le résultat ressemble à la fusion. Ce n'est pas une fusion telle qu'on la connaît. Et c'est parce que l'humain approche d'un temps... Parce que la fusion nucléaire, c'est une cochonnerie totale. Dans l'avenir, c'est totalement... l'humain ne s'en sert absolument pas. Toutes les mécaniques thermonucléaires, l'humain ne s'en sert pas dans l'avenir. Alors, les réacteurs nucléaires, ça n'existe pas. Que ce soit sur des navires, que ce soit sur des avions, que ce soit sur des automobiles, que ce soit dans des centrales pour produire de l'électricité, ça n'existe pas. Et là, l'humain approche du temps où il va être capable de comprendre de quelle façon fonctionner avec l'atome sans nécessairement créer de l'irradiation finie. Il a fallu qu'il passe par là pour arriver à... Absolument. Il fallait qu'il découvre que la matière était de l'énergie. Donc, premièrement, il fallait qu'il stoppe l'avance japonaise et allemande. L'allemand, c'était réglé, mais les japonais, c'est complexe. Les fanatiques, à l'époque, sont fanatiques aujourd'hui, mais d'autres choses. Ils sont fanatiques des Américains. Les Américains les ont initiés. Alors maintenant, ils sont... celui qui ont été exorcisés par les États-Unis, ils sont possédés par les États-Unis. Alors, c'était essentiel pour en arriver à certaines choses et surtout comprendre que la matière était autre chose que de la matière. Mais c'est quand tu fais tomber une bombe, une place, tu les possèdes en même temps? Une bombe nucléaire, pas une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire, tu les possèdes. Qu'est-ce qui détruit l'énergie vitale? J'ai déjà expliqué que l'électricité, le nucléaire. Alors, en faisant sauter une bombe nucléaire là-bas, les égrégores divins de la place en prennent un coup, hein? Mais la bombe charrie les égrégores divins américains. Non, mais les Américains, c'était le peuple qui est venu envahir après. Donc, nécessairement, Dieu étant détruit là, okay. Qu'est-ce qui reste là? Il reste le drapeau américain, hein? Surtout qu'il y avait un drapeau américain sur la bombe. Le taïki est une pratique relativement nouvelle. Non, c'est pas vrai. Taïki, ça date de 30 à 40 000 ans. C'est déjà peut-être. C'est effectivement relativement nouveau. C'est vrai. De quelle nature est l'énergie générée et quelle est son action sur le corps physique? Tai, mot japonais, voulant dire mouvement ou déplacement. Ki, mot chinois, voulant dire énergie, centre, foyer, origine. Chi, c'est la même chose, c'est le ki. En chinois, mais surtout en hindou. Les japonais peuvent s'en servir. Chuan,
veut dire boxe. Tai Chi Chuan, c'est la boxe. C'est une boxe qui se fait avec de l'énergie qu'on mobilise dans un déplacement. En japonais, Tai Sabaki veut dire étude de l'efficacité dans le déplacement du corps. On s'en sert en judo, par exemple, c'est le déplacement. Bon, pour falsifier ton mouvement. En Aikido, on a des hakama, des grandes robes, des pantalons, qui sont extrêmement larges, parce que dans le Tai Sabaki, l'adversaire ne sait jamais où sont tes pieds cachés sous ta robe. Alors tu te déplaces et finalement, on ne sait jamais d'où va partir l'attaque. C'est le Tai Sabaki développé dans un contexte relativement mental. Alors, Taiki, c'est du Tai Chi Chuan, c'est l'entraînement qu'on se servait pour pouvoir préparer un adepte dans une évolution spirituelle ou à caractère mental, pour que l'adepte se mette en forme physique, développe évidemment des articulations mobiles qui permettent à l'énergie de circuler, comme la démarche flottante du PMC, et en même temps pour lui permettre d'adopter un art de combat qui va s'appeler Kung Fu, et qui est la transposition chinoise d'un mot qui était Kempo, K-E-M-P-O, qui est une boxe fondamentale apportée dans les monastères Shaolin. Alors, le Taiki, c'est relativement nouveau, oui, relativement, effectivement. C'est donc une vieille méthode qui s'adresse à l'humain pour que l'humain puisse faire circuler l'énergie vitale, alors que l'humain n'a plus besoin du tantrisme ou de certaines autres formes. Ça s'adressait à des génétiques particulières qui avaient déjà l'énergie totalement circulante au niveau des chakras, alors ils n'avaient pas besoin de développer par certaines techniques, certaines pratiques, l'ouverture de ces carrefours d'énergie. Tout ce qu'ils avaient maintenant, c'était de faire de l'acupuncture sans aiguille, donc de faire du tai chi, laisser circuler l'énergie qui était déjà ouverte. Alors aujourd'hui, c'est une technique qui est intéressante, sauf que pour qu'elle soit extrêmement fonctionnelle, il doit y avoir de la spiritualité placée à l'intérieur, c'est-à-dire que l'individu doit continuellement, pour qu'elle fonctionne bien, on doit pénétrer dans l'égrégore du tai chi, c'est-à-dire que lorsque tu fais un mouvement particulier, tu fais un soleil, tu vas chercher de l'eau, tu verses le réservoir d'eau, tout cela doit être visualisé, spiritualisé en même temps que l'exercice du tai chi ou taiki, sinon on n'a pas le même effet énergico-moteur. Il y a des techniques nouvelles qui par vont... contre, tu te branches sur leur égrégore. Oui, mais c'est normal avec, parce que toute l'onde de forme au complet, quand tu prends la position de l'oiseau, tu as beau dire que c'est un concept, puis je ne prends pas aucune position, ça ne fonctionne plus autant. Donc, c'est un égrégore intéressant, mais il y a des techniques neuves qui peuvent fournir à l'humain, d'ailleurs, qui vont fournir à l'humain autant, sinon plus d'énergie. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des techniques neuves. On parlait tout à l'heure, Mario parlait de la technique Menfi. La technique Menfi, c'est une technique de relaxation à l'époque. 20% de l'efficacité de la technique est la relaxation. 80% c'est autre chose qui, à l'époque, bon, les résultats se donnaient quand même, mais en parler, on n'avait pas les mots pour en parler. Lentement, le mot menfiser est apparu dans le vocabulaire de certaines personnes. Alors, tu dois menfiser lorsque tu fais du saut en parachute. Alors, menfiser a une valeur plus intéressante qui permet maintenant d'atterrir d'autres contextes au niveau du plan matériel de ce phénomène menfique. Alors, on a contraction menfi, perception menfi, mouvement menfi. Il y a même le conditionnement physique menfi, qui est un conditionnement physique qui est... Présentement, il n'y a pas suffisamment de mental prêt à être capable de supporter l'énergie nécessaire développée par un conditionnement menfique. Même si le conditionnement menfique, tu peux le faire coucher dans ton lit ou assis sur une chaise ou en conduisant ton automobile ou en faisant de la course dans le bois. Mais c'est ça parce que l'ego va trop embarquer? Non, c'est que le corps physique, la technique menfi amène tellement d'énergie que le corps physique n'est pas encore capable de la supporter. Alors, il y a donc des niveaux de travail menfique jusqu'au conditionnement menfique qui, là, si tu le fais, il y a bien des choses que tu vas faire. Parce que la technique Menfi, on parlait de télékinésie. C'est de forcer le mental à prendre le contrôle de l'interpréteur actionnel pour contrôler le corps physique. Une personne qui pratique Menfi, c'est une personne qui lentement devient de plus en plus assujettie des manipulations astrales. Et là, on dit, ben, comment ça se fait? Je vois pas le rapport. Il y a un rapport. Pratique un art martial, lentement, l'adepte devient de plus en plus sûr de lui. Pas parce qu'il y en a qui deviennent plus fraîchiers, OK. Parce que l'ego était déjà fraîchier, puis il a peur. Maintenant qu'il est sûr de lui, là, il y va. Pourquoi? Plus le mental prend le contrôle du corps physique, moins l'ego a la capacité de s'exprimer dedans. Donc, moins l'ego a la capacité de s'exprimer dedans, moins il s'exprime dedans. Moins il s'exprime dedans, moins il se lie dedans. Moins il se lie dedans, moins il se nourrit dedans. Moins il se nourrit dedans, moins il s'auto-stimule à ce qu'il est. Donc, plus il s'oublie, donc plus il change. Plus il s'énégoïse. Alors, Menfi, mental, physique, nécessairement, l'individu a ça. Il y a un paquet de choses qui apparaissent au niveau du Menfi. Mais ça, en plus de enlever l'astral, est-ce qu'il fait descendre... Il y a deux... Il développe le mental.
Développe le mental. Donc, dans fait le descendre corps l'énergie. physique. Donc, il fait tout ce qui a trait à ça. Alors, si on parle de Taiki ou Tai Chi, c'est un mouvement intéressant parce que de toute façon, au niveau de la démarche d'attente, au niveau des techniques Canvi, canalisation de la vie, c'est essentiel d'avoir les articulations pliées. Alors, c'est évident quelqu'un qui pratique le Tai Chi, c'est extrêmement bon. Il y a mieux. Mais c'est mieux le Tai Chi dans bien des cas que le yoga. Pourquoi? Parce que l'humain est en mouvement, l'humain est en déplacement. Le yoga, c'est pas mauvais. Mais le yoga, il faudrait à un moment donné qu'on en fasse de l'ETM, c'est-à-dire qu'on prenne un yoga, qu'on en fasse une roue complète qui va permettre d'allier le tai chi, le yoga, le menfi et différentes autres formes, et dans une plénitude de mouvement, ce qui fait qu'en dedans de 5 minutes, tu as le même résultat qu'un 2 à 3 heures de pratique intensive d'hatha yoga ou de tai chi. Les groupes de travail sur soi préconisent de visualiser pour faire arriver les choses. Toi, c'est le contraire. Explique. C'est pas parce que les autres disent le contraire qu'il faut que j'explique, hein? Les Iraniens, ils disent qu'il faut tuer les Irakiens. Moi, je dis qu'il faut tuer ni un ni l'autre. Explique. C'est question de point de vue, c'est question d'où on est placé. Chose certaine, c'est que tant que vous ne touchez pas l'intelligence supramentale, visualiser, c'est pas mauvais, ça peut vous donner des résultats. À l'instant où on commence à toucher l'intelligence supramentale, il y a beaucoup de lois astrales et spirituelles qui vont nous faire fausse route. Faux bon. C'est simplement ça. Ça s'adresse à ceux qui sont sous ces lois-là. Oui, en plus, comme être positif, extrêmement intéressant. Oui. Mais à un moment donné, tu n'as plus besoin d'être positif et d'être négatif. Je ne suis pas pour dire à quelqu'un qui est heureux comme il est là, de dire, oui, mais il faut que tu sois la vie positivement. Demain, ça peut être beau. La personne me répond, non, demain, il peut pleuvoir. Mais voyons donc, sois donc positif. Mais non, il peut pleuvoir, je ne suis pas négatif. Il peut pleuvoir demain, il peut neiger, il peut pas avoir de demain, il peut faire beau, je m'en fous. Je suis bien, là. Mais voyons donc, tu peux pas être bien si tu n'es pas positif. Bon, ben c'est ça, là. Visualiser, ça a son effet. Mais à un moment donné, la visualisation, ça permet à l'humain de sécréter des choses. Puis comme l'humain n'a pas la capacité que nous avons, nous, oui. Bref, comme beaucoup d'humains n'ont pas la capacité de faire ce que beaucoup d'autres humains ont la capacité de faire, c'est-à-dire de voyager mentalement dans des trames de l'avenir pour les amener, les digérer, quand ils visualisent, ils ne sécrètent pas autant que nous sécrétons lorsque nous visualisons. Moi, je regarde des gens qui sont là et qui visualisent leur maison. Ou un arbre. Ils visualisent, puis il n'y a pas de problème. Puis j'en connais d'autres, moi, qui visualisent leur maison. Puis qui se voient dedans. Puis là, ça devient plus clair. Puis là, eux autres, ils ne l'auront pas. Alors, quand on est à un certain niveau, la visualisation devient un problème. C'est préférable de visualiser l'inverse. En sécrétant là, il n'y a plus de raison qu'on aille vivre ça, donc on élimine les problèmes. C'est quand on devient expert dans la visualisation qu'il faut arrêter de visualiser. Non, il faut continuer, si on veut, mais visualiser ce qu'on ne veut pas avoir. Ah, OK, c'est ça. Puis, oublier ce qu'on veut avoir. On travaille mentalement dans ce qu'on veut avoir, mais on ne se projette pas là-dedans, donc on ne visualise pas ça. D'après ce que tu dis, je me classe intellectuelle. Présentement, je considère ma vie comme étant finie, car je ne peux plus vivre sur cette planète normalement. J'ai des idées folles, comme par exemple voler, piller, tuer. Je n'aurai pas aucun remords, car de toute façon, je devrais travailler toute ma vie pour rien. Ce qui me crâne connaît en tout cas. Rien ne va plus, j'ai le goût de tout lâcher et je n'ai pas encore 20 ans. Quelquefois, je sens que je vais éclater. Parle un peu de mon cas si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup certainement, si ça vaut pas le coup pour celui qui devrait écouter. Parler à des oreilles qui sont fermées. Et c'est pourtant facile. Effectivement, c'est des caractéristiques de l'intellect, mais c'est un intellect qui n'a pas assez d'ego. Donc, c'est un intellect quand même qui peut être plaisant. L'intellect qui a trop d'ego devient MTS. Alors lui, il veut pas tout lâcher, il veut tout ramasser. Pareil. Alors la personne n'a possiblement pas un ego catastrophique. Tout ce qu'elle a à faire, elle va-t-elle le faire? C'est tout. Mais tout ce qu'elle a à faire, c'est de rester en vie. Puis de continuer à s'écœurer. Non, c'est qu'elle va... C'est une période. C'est une période de transition. Ça se peut des gens qui ne la vivent pas, cette période-là? Oui, ils la vivent tous. Comme moi, je l'ai vécu, ça a peut-être duré un 10 millionième de seconde. Alors, j'ai dû la vivre. Bon, mais disons que tout le monde la vit. Mais ça ne sert à rien de se comparer. Il y en a qui la vivent pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ceux-là, je n'en connais pas, parce qu'auprès de moi, on ne vit pas cette période-là pendant si longtemps. On fuit ou on passe. On ne trépasse jamais. Alors, la personne, ce qu'elle a à faire, c'est de rester vivante. Elle a juste à attendre. Et puis, dans quelques temps. Donc, elle n'est pas MTS. Mais non, elle n'est pas MTS, elle m'écrit une question. Donc, c'est un prérequis. Tu m'écrire une question? Oui. Non, d'être capable de parler avec d'autres personnes qui sont dans un cheminement de conscientisation supramentale, c'est un prérequis.
Ça peut être moi, ça peut être un autre. Mais quand tu peux parler à la personne qui fait ce cheminement-là, eux autres, ils suivent CAM, moi, je ne le parle plus. Un MTS, ou ils suivent un tel, ou etc. Là, MTS, oui. Tu parles à ceux qui t'écoutent. Tu ne parles plus à ceux qui te parlent. Ah ben là, il y a un problème. Là, il y a des chances sur MTS. Parce que tu peux me finir par être jaloux de moi, ou m'haïr, ou etc., ou voir que je suis carrément d'un patate, mais est-ce que ça veut dire que toute l'humanité est d'un patate? Dans ceux qui se conscientisent, non. Alors la personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'attendre, c'est tout. Après la pluie, le beau temps, après le beau temps, la pluie, mais ce sera une pluie où on aura un imperméable. Bon, après ça, il y aura encore le beau temps, après ça, il y aura encore la pluie, oui, mais là, on va avoir une maison. On va être en haut de la pluie va tomber en bas. À un moment donné, on va être en avion, il y aura la pluie, mais ce sera en bas. On s'en foutra, effectivement, c'est bien. Non, la personne, ce qu'elle a à faire, c'est d'attendre. Patience. C'est chiant, c'est ça, j'ai pas de raison d'attendre, vous n'avez pas non plus de mourir. Attendez. Puis à un moment donné, vous allez finir par juste, il y a des petits points qui vont s'ouvrir tout seul. Qu'est-ce que ça va faire pour ça? Rien, ça va se faire. Il faut juste avoir un corps physique qui reste. Attendez, ça va s'ouvrir. La table ne donne pas une plante, la plante un animal, l'animal un animal humain. Pas plus que l'animal humain ne donne l'être humain, ni l'être humain ne va donner le surhomme. Aurobindo parlait d'une race tout à fait différente, alors que tu dis que l'être humain va donner l'être supramental. Pourquoi? 100% d'être humain ne fera jamais 1% d'être supramental. Ben, Aurobindo est mort avant moi. Fait que tu dis des conneries. Il est où, Aurobindo? Est-ce qu'il travaille encore? Oui, il est réincarné dans quelques personnes. Puis il travaille encore. Ben, il travaille encore. Qui ça peut-être travaille pas? Non, mais il n'est pas MTS actuellement, Aurobindo? Non. La table ne donne pas une plante. Effectivement, la table, de par elle-même, ne donne pas une plante. Une plante ne donne pas un animal. Effectivement, une plante, de par elle-même, ne donne pas un animal. Mais elle nourrit l'animal en maudit. Et donc, elle peut donner l'animal. Mais c'est pas la plante qui le décide, c'est l'animal qui mange la plante et qui en fait un animal. L'animal ne donne pas d'animal humain. Non, pas de l'humain. Mais l'animal humain peut manger l'animal. Puis après ça, il en fait l'animal humain. L'animal humain ne donne pas plus, ne donnera pas l'être humain. Non, pas de l'humain. Mais l'être humain peut digérer l'animal humain, puis en faire un être humain. L'être supramental, c'est l'être humain, dans mon langage à moi. C'est un être qui est humain, qui est encore dans un véhicule animal. Pour le différencier de l'animal humain. Si vous parlez d'être supramental et d'être humain, parlez plus d'animaux humains. Dans mon langage à moi, l'animal humain, d'ailleurs, c'est pas beaucoup de monde qui l'emploie. Dans mon langage à moi, l'animal humain, c'est l'humain. Il est animal parce qu'il est contrôlé par des structures hormonales et archétypales typiques des animaux. L'être humain, c'est l'être, celui qui est dans un état d'instantanéité supramentale et qui est encore confiné dans un corps physique. Chez lui, je l'appelle un être humain. Aurobindo a dit que, bon, il a totalement raison là-dedans, ce qui part d'en bas ne fera rien en haut, c'est sûr. Par contre, ce qui part d'en haut peut faire de quoi avec ce qui est en bas. L'arbre ne fera jamais de table, c'est un fait. Mais on peut faire une table avec un arbre, c'est un fait. C'est ce que je dis. Alors, 100% d'êtres humains ne feront jamais 1% d'êtres supramental. Alors, disons, 100% d'animaux humains ne feront jamais 1% d'êtres humains. C'est vrai. Ramassez-moi 100 000 animaux humains. Ben, ils sont juste plus bas qu'ils l'étaient quand ils étaient tout seuls. Par contre, à un moment donné, il y a de l'intelligence qui va aller chercher un corps physique et qui va le muter. Comme on peut, en mangeant du bois, qu'on appelle peut-être du céleri, qu'on appelle peut-être des navets, des patates, à un moment donné, grandir et enfanter. On peut prendre bien des choses, puis en faire des humains. L'intelligence aussi. Par le principe d'imprégnation. Alors, est-ce que cette question-là a pris l'inverse au lieu de partir? Bien, Aurobindo a dit des choses, ça dépend à qui s'adressait aussi. Mais ça dépend aussi comment le mental ou l'ego de la personne veut prendre des choses. Elle a raison, mais elle n'a que la moitié de la vision. On ne vous demande pas de devenir intelligent, vous ne pouvez pas. On vous dit que vous allez le devenir, pas pareil. Là, tu viens de parler à l'ego. Ben oui. Mais là, ça parlait c'est ça. Quand on dort, n'est-ce pas plutôt la conscience qui quitte le corps, et ainsi on ne se souvient plus de rien, plutôt que l'âme qui va dans l'astral? L'astral des rêves est-il le même que l'astral d'après la mort? L'astral des rêves est le même que l'astral d'après la mort, sauf qu'on garde, quand on revient coloré par le monde de la mort, mais vu qu'on a encore un périsprit qui nous attend dans le plan morontiel, on n'est pas dilué totalement, puis la majorité de l'âme reste attachée au corps physique, tant que le corps physique veut bien d'elle. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même endroit où on va fouiller. Quand on dort, n'est-ce pas plutôt la conscience qui quitte le corps? Non.
La conscience ne s'exprime dans votre corps que par le biais de votre astral. Le mental n'a pas le contrôle du corps. Si vous pensez à quelque chose qui fait peur, votre cœur s'accélère. Donc, votre émotivité, votre astral contrôle votre corps. Mentalement, vous dites, tiens, je vais accélérer mon cœur, marche pas. Il y a des individus, à un moment donné, qui pratiquaient une technique de paradisiation. Ils paradisiaient leur corps astral. Une fois que le corps astral est paradisié, c'est-à-dire que le corps astral a retrouvé le continuum astral qui prévalait lors de leur réincarnation, totalement heureux. Alors, il laisse le corps physique libre. Il reste le mental dans le corps physique. On était dans une salle de combat. Alors, on approche de l'individu, paradisié astralement, et on lui donne une claque derrière la tête. Paf! Il doit se déparadisier, ramener l'ego pour pouvoir se retourner et dire ce qui t'arrive. Parce que mentalement, le mental n'a tellement pas le contrôle du corps physique que si vous êtes mental, vous êtes à peu près pas viable. Alors l'individu doit, si on veut faire un combat, l'individu doit être astralisé et il doit avoir une astralité programmée au combat, avoir des mémoires d'intervention de combattants, et là, la partie qui n'a rien à voir peut s'en aller, s'extra-conscientiser ou s'extra-corporifier, s'astraliser, et les mémoires d'intervention astrale vont faire le combat. Donc cet individu-là doit obligatoirement demeurer astral. Tant que le mental n'a pas été capable de décoder le langage de l'interpréteur actionnel pour pouvoir prendre l'interpréteur actionnel et l'instruire d'un nouveau langage qui ne sera pas connu de l'astral, donc l'astral ne pourra plus parler l'interpréteur actionnel qui ne comprend que le langage de l'astral présentement, et le mental, maintenant qui aura montré un nouveau langage de l'interpréteur actionnel, va pouvoir communiquer avec lui pour contrôler le corps physique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une période où il y a un danger justement de ne pas être trop viable? Ben oui, c'est la personne une personne qui était intellectuelle tout à l'heure, elle peut encore fonctionner. Mais il peut en arriver à un moment donné où il y aura un peu une problématique comme ça. C'est pourquoi l'individu qui vit certains états ne doit pas se couper de tout contact avec les autres. Parce qu'il y a toujours des informations qui peuvent venir de quelqu'un d'autre par la parole. Moi, je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas l'affaire, il n'y a pas de problème. Mais je parle avec. Mais par la parole, à un moment donné, il y a des choses qu'elle va me dire à travers les conneries qui peuvent être en plein ce que j'ai besoin. Alors, ça met de l'énergie où ce qu'il faut, ça finalise de quoi? Ou ça programme l'ego pour qu'il attende. Mais l'être humain qui, à un moment donné, prend le contrôle de son corps physique par l'interpréteur rationnel, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, à un moment donné, il a une maladie. Et il va dire à sa maladie, il va dire à son corps, il va simplement lui dire, il va regarder son genou qui a une grosse verrue dessus, puis il va lui dire, guéris. Et immédiatement, le corps va guérir. Parce que le corps exécute les ordres de l'interpréteur rationnel. Comme l'astral lui répète inlassablement à travers des dizaines d'années de faire ceci, cela, l'interpréteur décode comme qu'il peut, puis il adapte le corps physique. Il te fait vieillir, il faut que tu vieillisses, c'est normal. Alors, il te fait rendre ceci, cela, c'est normal, tu veux rester normal. Il s'arrange, l'interpréteur actionnel, pour appliquer cet interpréteur dans l'action. Donc, interprète actionnellement la pensée. Quand un mental arrive à connaître le langage de l'interpréteur actionnel, il l'instruit de nouvelles langues, et par la suite, ce qu'il va lui dire, il va le faire. De même qu'un interpréteur actionnel contrôlé par le mental, il va être capable de contrôler n'importe quel interpréteur actionnel. Donc, tu peux dire à un individu, lève-toi, et il va se lever. Puis si l'astral dit non, reste assis, le corps va se lever. L'astral restera assis, mais le corps va se lever. Pourquoi? Parce que la voix contrôle l'interpréteur actionnel de l'autre, et le corps physique est totalement exécutif. Donc, un individu qui parvient à contrôler son interpréteur actionnel par son mental est totalement libéré de ce genre de phénomène. Mais est-ce qu'il y a un double éthérique, cet individu-là? Il a un double éthérique, absolument. Mais il a une égoïsation suffisamment avancée parce que le mental ne prendra pas le contrôle. Si le mental prend le contrôle du corps physique, donc s'il y a une manifestation, c'est le mot qu'on doit employer, s'il y a une manifestation, instantanément, l'ego a de moins en moins la capacité de s'exprimer dans le corps physique. Donc, le corps physique ne sert plus de nourriture pour synergiser l'ego. Donc, l'ego, c'est un égoïste. Donc, c'est un égoïsant qui crée le double éthérique. Alors, nécessairement... Parce que cette manifestation-là que tu dis, c'est si je dis à mon genou, je veux plus de verrue, ou je suis immortel, parce que je dirais, je veux pas mourir. Donc, c'est pas quand on est fusionné qu'on est immortel? Immortel, tu es immortel du moment que tu as un double éthérique suffisamment constitué pour que la majorité de ta conscience évolutive ne gagne pas le monde de la mort lorsque le corps physique disparaît. Par contre, ce qui va arriver, c'est que toi, là, évidemment, on donne un exemple d'une personne qui a une manifestation complète, c'est-à-dire une personne qui n'a plus d'ego et qui a une fusion de son double éthérique. Alors là, elle fait ce qu'elle veut de son corps, elle peut lui dire traverse le mur, le corps traverse le mur. Elle peut aussi dire au mur traverse-moi, le mur traverse la personne. Bon, aucun problème, c'est problématique pour ceux qui sont à côté, mais c'est pas bon. Alors, mais à travers l'évolution d'un individu qui
s'en égoïse, nécessairement, il prendra de plus en plus le contrôle de son corps physique. Et on parle donc de graduation. Et à travers la graduation, ça va commencer par différents phénomènes qui peuvent être aussi la maladie. Pour commencer, ça va être de ne pas être malade. Il y a des graduations. L'individu contrôle sa voix, l'individu contrôle son corps physique, l'individu dort mieux, l'individu de moins en moins fatigué, l'individu de plus en plus précis dans ses actions. Lorsqu'il arrive avec sa clé de porte, il la rentre directement dans la serrure et tourne. C'est fini là, il n'y a pas besoin de s'ennuyer. Bon, l'individu contrôle de plus en plus son corps physique, l'individu commence à perdre l'attaque du vieillissement, l'individu vieillit de moins en moins. L'individu développe son potentiel d'efficacité. Ensuite, il y a plusieurs phénomènes. Parce que la vieillesse est uniquement astrale. Ben oui. Puis quand un individu a peur, il est dans le monde de la mort. Il est mort. Il est mort. Mais c'est autant le monde de la mort que s'il meurt puis il s'en va dans le monde de la mort. Même chose, sauf que son corps veut encore de lui. Son corps. Mais le corps veut encore de lui, donc il reste encore attractable par le corps physique. Mais on prend un individu qui a une peur incroyable. Il peut avoir les cheveux blancs une demi-heure après sa peur. Le corps physique peut rabougrir, va commencer à flétrir. Il vient de vieillir énormément. Il y a même une maladie qui existe, qui est une maladie endocrinienne. Quand je parle que la programmation endocrinienne est importante, même au niveau du vieillissement, puis l'astral s'exprime là-dedans, on a une maladie qui est une maladie qui force le corps à vieillir prématurément. On a des enfants de 7 ans qui ont l'air de 60 à 70 ans et qui vont mourir à l'âge de 90-95 ans, c'est-à-dire à l'âge de 11 ou 12 ans. C'est tellement vieux. Mais est-ce que ces enfants-là ont moins de mental? Y a une incidence? Ça n'a rien à voir. Ils ont un corps physique, une génétique qui fait que tout le système endocrinien se développe avec un facteur de temps tellement rapide que ce que normalement il devrait se faire en 50 ou 60 ou 80 années se fait en dedans de 7, 8, 9, 10, 11 ans. Alors il vieillit, il meurt, il est mort vieux. C'est un oiseau. Comment aider, si possible, un MTS qui considère que la seule solution est le suicide et qui refuse de faire partie de toute structure hiérarchique, car alors on recrée une situation qui a toujours dégénéré en structure d'exploitation? Ça dépend. Si on veut aider le MTS, on s'achète un 38. Un 38, c'est pas bon. Un 45, puis on le descend. Bon, là, on aide le MTS. Mais il veut se suicider, on l'aide. Il ne faut pas aider. Ça dépend. Si on veut s'aider soi, la question est posée bizarrement, parce qu'aider l'autre. Si le MTS veut se faire aider pour ne pas se suicider, il n'est plus MTS. Donc, en partant, le reste tombe. Alors, comment aider? Disons, comment intervenir autour d'un pseudo-MTS qui considère que la seule solution est le suicide et qui refuse de faire partie de toute structure hiérarchique? Un MTS qui se suicide, qu'est-ce qu'il fait? Il se garoche carrément des mains du tyran. Est-ce qu'il le sait, le MTS? Ben, il le sait pas, parce que, en tout cas, s'il le sait, il le sait mal. Parce que un humain vient m'aider. Alors, c'est donc une personne qui veut m'esclavagir. Oui, c'est un exécutant d'un tyran majeur. Alors, moi, je veux pas. La solution, je me tire une balle dans la tête, je me garoche d'un bras du tyran. Franchement, je m'en sors vraiment pas mieux, là. Est-ce que la plupart des suicides, ce sont des MTS? La majorité des suicides, ce sont des meurtres. Ah, c'est l'ego qui a tué le corps. Ou c'est les dieux, ou c'est l'astral, mais ce sont des meurtres. Habituellement, l'individu ne veut pas se suicider, on le suicide. Bon. Alors, qui considère que la seule solution est le suicide et qui refuse de faire partie de toute structure hiérarchique, c'est comme la personne qui dit « Moi, les pilules, j'en prends plus. » Elle est en santé. À un moment donné, elle commence à avoir mal à la tête. Moi, j'en prends pas de pilules. Moi, j'en dis mon mal de tête. Ce qu'elle dit « Moi, je détruis mon cerveau, je détruis mes neurones, puis je souffre, moi. Moi, je toffe, moi. Moi, je peux rien. Moi, je fais les pilules. » L'acide acétylsalicylique, l'aspirine, ça a certains effets qui sont intéressants. Et je suis d'accord qu'il faut apprendre à s'en débarrasser. Pas quand on a mal à la tête. Endurer son mal de tête est une stupidité. C'est dangereux. Alors, je prends un médicament. Quand j'ai plus mal à la tête, je prends pas de médicament, c'est évident. Maintenant, je m'arrange, je peux en avoir besoin. Alors, la personne ici, lorsqu'elle voit que la solution, c'est le suicide, c'est qu'elle a un paquet de problèmes. Mais elle ne veut pas que quelqu'un vienne l'aider à régler ses problèmes. Son ego ne le prend pas. Elle préfère éliminer les problèmes. Comment? En éliminant ce qui perçoit les problèmes. Son corps physique. Elle ne change rien. Elle n'élimine aucun problème. Non, ça va les deux. Mais elle ne les verra plus. Elle préfère s'asseoir comme ça sans le savoir. Ce qu'elle te dit, c'est que j'ai extrêmement mal aux dents. Alors tu lui dis, moi je suis infirmière, je peux peut-être te faire une injection de xylocaïne. Non, d'un dent, ouais, ok, sans adrénaline. Et puis, alors, on peut faire une injection. Alors, moi, je te réponds, jamais de la vie, penses-tu que tu dois commencer? Jamais de la vie.
Tu pourrais-tu laisser traîner la seringue sur une chaise? Je pourrais m'asseoir sans savoir dessus puis m'appliquer moi-même. C'est ça le MTS. Le MTS, lui, ce qu'il aime, c'est ouch! Oh la salope! Elle a traîné sa seringue là. Puis là, ça fait du bien ses dents. Il peut continuer à travailler, continuer à penser que c'est pas de sa faute, que lui, il a refusé, puis qu'il est bien. Parce qu'il s'est piqué dessus. Mais c'est pas sa faute. C'est la manipulation, c'est le monde pourri, c'est toi. Mais en réalité, il aimerait bien que s'il pique, mais il aimerait bien avoir l'impression que personne ne l'a piqué. C'est le phénomène de ceux qui viennent se réénergiser avec toi. Ah ouais, quelqu'un qui vient me donner de la merde à cause que je le manipule, il vient simplement se manipuler un peu plus. Puis se réénergiser à ton contact. Ça, il vient têter. Alors le MTS, tout ce qu'on doit faire pour aider un MTS, c'est donner coup au cul. Pas quand il attend pour le métro, là. Mais, de toute façon, on va chialer après toi. Fait que tu y en donnes ou que tu y en donnes pas, t'es un pourri quand même. parce que normalement, un bon coup de fouette en pleine phase d'un MTS, c'est intéressant pour le récupérer. Au minimum, il va rester en vie pour pouvoir vous haïr plus longtemps. C'est un fait. Et ça se peut que c'est là qu'il te trouve génial. À un moment donné, le MTS, à un moment donné, c'est évident que s'il y a encore, s'il n'y a pas trop d'ego, même s'il y a beaucoup d'ego, les coups au cul, ça l'aide, il va vouloir te fuir, c'est évident. Mais si on parle de vouloir intervenir, bien harcelez-le, là. Et puis, veut pas, il se suicidera pas. On ne peut pas pousser par le harcèlement mental un MTS au suicide. S'il se suicide, c'est parce que c'est un accident, puis on pourra penser que c'est un, mais ce n'est pas un. Alors, la meilleure chose à faire, c'est ça, c'est de le synergiser par la parole. Le canal réincarnationnel étant plus ou moins étranglé, l'ajusteur de pensée reste relativement opérationnel, mais il n'est pas développé. Alors, l'ego à l'intérieur de ça n'a plus rien à faire là-dedans. Il y a encore de l'ego, il y a un peu de mental, il y a de l'intellect qui se développe. Alors, si on lui parle, si on lui dit... de toute façon, dans le monde de la mort, de toute façon, tu es totalement manipulé à vouloir te suicider. Si tu te suicides, là, c'est de la manipulation totale. Fait que tant qu'à vouloir faire de la manipulation, franchement, te suicider, c'est rien que de me prouver que j'avais raison. Tu es un hostile manipulé. Bon, là, c'est assez pour que son ego refuse de manipulation, il va chercher quelque chose d'autre. Mais il n'est pas pour mieux te prouver. Ah, il va te dire non, 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 t'as tort. Dis que j'ai tort tant que tu voudras, moi je sais que j'ai raison. Oh, Christy. Là, le MTS va tout faire pour au moins être sûr avant de mourir que tu as compris. Fait que ça le tient en vie. Ça va le tenir en vie au bout de temps. Jusqu'à temps qu'il soit mental. À un moment donné, il va se réveiller. C'est quoi la solution? C'est de rester en vie. Merde, gardons nos corps physiques. Ça va mal, t'es dans le trou, t'es dans la boîte, t'es dans la rue, tu comprends plus rien, t'es en dépression. Ben, fais tout ça si tu veux. Mange-en de la boîte, mais reste en vie. Donc, notre seul allié, c'est notre corps physique. Notre seul allié, pour l'instant, tant qu'on n'est pas suffisamment mentalisé ou supramentalisé, c'est notre corps physique. Oui, mais il est gros, oui, mais il est vieux, oui, mais il y a un bouton sur le nez, oui, mais il y a des petits seins, oui, mais il y a une grosse bebelle. Ça n'a rien à voir, ça. C'est ton allié, c'est la vie. C'est la vie. C'est pas le corps physique, c'est la vie. Le corps physique, c'est lui qui le conserve. Parce que l'astral, c'est pas notre allié. Non, non, non. Mais l'astral, c'est notre allié tant qu'on est pas, tant qu'on est con. C'est quoi l'astral? L'astral, ça fait tout pour vous réveiller. C'est quoi un guide spirituel? Un guide spirituel, c'est quelqu'un qui va chercher des personnes sur le bord de la dépression nerveuse, sur le bord du suicide. Là, ça les aide. Mais quand la personne est rendue là, le guide, il peut pas le différencier. Le guide, c'est quelqu'un dans l'astral, dans le spirituel, dans le ciel, dans le monde de la mort ou dans un corps physique, qui est en plein milieu d'un plateau. Il est en plein milieu du plateau, le guide. Alors, chaque fois que tu approches du bord du plateau, là, c'est le bord de la dépression, ah, Christy, il va te chercher. Mais l'autre bord, c'est l'évolution. Mais ce bord du plateau, lui, il ne peut pas savoir, il va te chercher pareil. Fait que le guide, il nuit puis il aide. Il fait ce qu'il a à faire, il fait son possible. Il est convaincu que, oui, mais crime, plus aimer intelligemment, c'est d'être un robot. Ben, le guide, il va aller te chercher. Ben oui, donc, viens ici, là, viens, on va jaser. Tu as besoin d'argent. Viens, même te payer de la drogue si tu veux. Le guide, il veut t'aider, le guide. Le guide astral, le guide spirituel, les dieux, etc. Il est en plein milieu d'un plateau astral. Puis chaque bord du plateau, pour lui, c'est expérimenté comme un danger. Pourquoi? Parce que l'humain arrive de par là-bas. Fait que l'humain se casse la gueule à tout bout de champ. Puis quand l'humain s'en va là, c'est la drogue, c'est la sexe, c'est ceci, c'est cela, c'est la dépression, c'est le meurtre, c'est la guerre. Puis il y a une place, puis c'est correct. Mais le guide ne l'a pas expérimenté, il ne sait pas. Quand le guide l'expérimente, il dit « Ah, Christy, une place est correcte. » Plus de guide. Il disparaît là. C'est pas long, hein? La gang, elle reste en arrière. Puis là, il y en a un autre là-dedans, à un moment donné, qui se ramasse au milieu, puis qui commence à aider avec. Et il s'en va où, ce guide-là? Ben là, il vient d'évoluer, il n'est plus guide, là. Il vient de sacrer dissipateur. Ça veut dire que quand tu es entre les deux... Sorobindosise. Mais ça, c'est un... mais là, on parle d'une entité, là. Oui, ça peut être dans un corps physique, comme ça peut être. Mais un guide mental, ça n'existe pas. Non, mais dans le monde, dans le plan spirituel, etc., l'énergie finit par s'agglomérer à un double éthérique. Ah, il s'en va dans un double éthérique. Ça veut dire que tant qu'on est entre les deux, quand on est mental, c'est correct, quand on est spirituel, astral, c'est correct. Mais entre les deux, c'est la vie, notre seul allié. Quand dans le ventre de ta mère, pas grand danger. Quand tu es dehors, c'est moins pire. Mais quand tu sors,
le cordon ombilical, les fesses avant, le bras avant, tu sais pas ce que tu dis, tu sais pas si tu devrais broyer, tu sais pas s'ils vont te laisser là, ils vont être étouffés, ils vont te garocher une poubelle. L'accouchement, c'est la partie dangereuse, mais entre les deux, c'est beaucoup moins pire. Sauf que c'est évident que tu es bien plus libre dehors qu'en dedans. Mais tu es bien plus confortable en dedans que dehors. Mais tu apprends à vivre dehors, puis c'est dehors qu'il faut que tu ailles en dedans. À un moment donné, tu te rends compte, 6 pieds 8 encore, pas encore au monde. Faut que tu sortes. De toute façon, tu peux pas atteindre 6 pieds 8 en dedans. Et non. Alors tu sors. Dans la vie, tu sors. Ça veut dire que l'humanité accouche. C'est ça. Présentement, oui, quand on est juste entre les deux phases, il n'y a pas de problème, restez en vie. Faites-vous poser des fils pour sourire. Faites-vous rétrécir le grand zygomatique. Regardez votre miroir. On fait une pause puis on rapplique. Il va sans doute y avoir des feuilles sur une table. On va en reparler après. C'est quelque part là-bas. Là.